Récréation d'un philosophe. 4. Sexualité et surpopulation. Le commun des mortels, en matière de science de l'évolution, croit encore que la main a été inventée pour prendre et que l'œil a été façonné pour voir. Mais l'évolution organique, en réalité, procède d'une toute autre manière. Avant la formation de la main, personne ne connaissait l'action qui consiste à prendre. La main, par conséquent, n'a pas pu être formée pour prendre. De même, avant la création de l'œil, personne ne connaissait l'action qui consiste à voir. L'œil, par conséquent, n'a pas pu être créé pour voir. L'utilité d'un organe, prendre, voir, etc., ne doit pas être confondue avec sa cause, qui est toujours une volonté de puissance. Chaque être vivant, en effet, en tant que volonté de puissance, réalise des tentatives d'évolution organique, des tentatives hasardeuses destinées à vaincre les résistances, à accroître sa puissance. Lorsqu'une telle tentative est couronnée de succès, elle est développée durant des millénaires, ce qui aboutit à la formation d'un nouvel organe, pourvu d'une nouvelle utilité. Nos organes génitaux, comme tous nos autres organes, se développèrent au cours d'une longue évolution, durant laquelle notre espèce visait à accroître sa puissance. L'espèce humaine, à travers les organes génitaux, inventa un moyen de prolonger sa puissance, son règne, son existence. Que s'ensuit-il ? Il s'ensuit que le désir sexuel, l'orgasme sexuel, n'ont pas pour but le plaisir et la jouissance, mais sont destinés à nous inciter à procréer pour pérenniser la puissance de notre espèce. Ainsi, l'homme qui multiplie les orgasmes stériles, les orgasmes récréatifs, accumule frustration après frustration, car il n'atteint jamais le véritable but de sa sexualité. Les orgasmes stériles, les orgasmes récréatifs, agissent comme de l'huile jetée sur le feu. L'espace d'un instant, ils semblent nous apaiser et nous épanouir, mais très vite notre désir sexuel s'enflamme de plus belle, car notre désir d'enfanter, et plus généralement notre soif d'accroître notre puissance, n'ont pas réellement été satisfaits. L'homme débauché, qui multiplie les orgasmes récréatifs, les plaisirs sexuels stériles, accumule des frustrations et gaspille sa puissance. La chasteté, chez les natures les plus spirituelles, n'est ni une contrainte ni un effort, mais le résultat d'une haute spiritualisation des pulsions. L'instinct de connaissance, chez de tels hommes, réquisitionne à son service toute leur énergie sexuelle, ils veulent créer et enfanter par l'esprit. Lors du dernier chapitre de ces récréations philosophiques, j'ai condamné les persécutions contre les homosexuels. Cela ne m'empêche pas, bien entendu, de mépriser le péché de Sodome, qu'il importe de différencier de l'homosexualité, quand bien même certains partis aiment ici à semer la confusion. Homosexualité et péché de Sodome sont deux choses foncièrement différentes, comme en atteste avec flagrance la pornographie, qui démontre que les perversités, y compris le péché de Sodome, sont aussi pratiquées par les hétérosexuels. Selon les valeurs de l'Église catholique, telles qu'elles apparaissent dans le Nouveau Testament, chaque homme qui regarde une autre femme que la sienne, pour en admirer les charmes et la beauté, doit s'arracher l'œil ou il brûlera en enfer. Cette extrême pudibonderie de l'Église, ce puritanisme acéré, jeta durant 2 millénaires du poison sur l'érotisme, sur toute forme de volupté libidineuse. À cause de cette démesure, de cette excessive privation de tout érotisme, les hommes se vengent aujourd'hui en consommant de la pornographie, en sombrant dans un voyeurisme débridé et sordide, dont la principale victime, bien entendu, est la femme. Au cours de l'histoire universelle, aucune époque, en comparaison de la nôtre, ne sombra aussi largement et profondément dans l'avilissement sexuel. En voici les raisons principales,
la dégénérescence des instincts, provoquée par le règne millénaire de la morale de l'Église, et l'avènement du réseau Internet, qui permet aux détraqués de diffuser leurs cochonneries sexuelles et de racoler un nombre toujours plus grand de consommateurs. Ce que les générations futures retiendront de notre époque, en matière de sexualité, y compris pour ce qui concerne les mesures gouvernementales, c'est qu'elle fut la plus tolérante, la plus libertaire, en matière de goujaterie, de profanation du corps de la femme. De nos jours, parmi les jeunes garçons âgés de seulement 12 ans, environ la moitié a déjà consommé du contenu pornographique, des vidéos obscènes et barbares, ce qui est un véritable scandale. Les projets les plus graves, associés aux plus lourdes responsabilités, par exemple conduire une voiture, construire une maison, installer un réseau électrique, manipuler des produits toxiques, etc., sont soumis à de sévères réglementations. Pourtant, un projet gravissime fait encore exception. L'action qui consiste à enfanter, à engendrer une progéniture, n'est soumise à aucune législation. De cela, il résulte un nombre considérable de parents immatures, irresponsables et indignes, dont la progéniture est particulièrement susceptible de délinquance, de crimes et de vices. Une sage réglementation au sujet du droit d'enfanter, voilà un puissant levier pour lutter contre la misère. De nos jours en France, et probablement aussi dans toute l'Europe, un couple qui se voit retirer la garde de son enfant, afin qu'il soit placé dans un foyer éducatif pour raison d'immaturité parentale, de maltraitance ou de négligence, conserve le droit d'enfanter tant qu'il veut. Un tel couple, ainsi, peut librement concevoir une nouvelle progéniture, quand bien même son premier enfant est encore placé en foyer, nourri et éduqué par les impôts de la bonne société. Cette aberration législative, protégée par les apôtres du socialisme et les dégénérés de la politique, est parfaitement inadmissible. Légiférer autour du droit d'enfanter, interdire temporairement ou définitivement ce droit à certains couples, par exemple s'ils n'ont pas atteint la majorité, s'ils ne possèdent aucun revenu financier, si leur déficience mentale les rend inaptes à éduquer un enfant, ou encore s'ils possèdent déjà un enfant placé dans un foyer éducatif, voilà une mesure minimum d'une évidente et urgente bienveillance pour ce qui concerne le domaine de l'enfantement. Le nombre d'êtres humains sur la Terre, en seulement 2 siècles, a connu une énorme croissance. Il est passé de 1 milliard en 1800 à 8 milliards en l'an 2000, mais le taux de natalité, malgré cette croissance exponentielle, est désormais en chute libre dans tous les pays du monde. Ce taux de natalité, il est vrai, est depuis longtemps plus faible dans les pays développés que dans les pays du tiers-monde, et cela en vertu des améliorations technologiques et médicales qui réduisirent la mortalité infantile dans les pays les plus riches. Toutefois, de nos jours, le taux de natalité diminue aussi dans les contrées les plus pauvres, et cela plus encore que dans les pays riches. Entre 1950 et 2010, pour donner un exemple, le nombre moyen d'enfants par femme en France est passé de 2,75 à 2, tandis qu'en Éthiopie il a chuté de 7 à 4,5 et qu'au Brésil il s'est effondré de 6 à 2. Les études sociologiques relatives à la baisse générale de natalité concluent à une véritable catastrophe. Pour l'expliquer, elles se focalisent sur les pays les plus développés et évoquent généralement l'augmentation du temps de travail ainsi que le coût financier de l'éducation d'un enfant. Ces explications, selon moi, sont maladroites et même ridicules, car la baisse de natalité concerne des pays divers et variés, dont la plupart ne connurent ni une augmentation du temps de travail, ni une augmentation du coût de l'éducation d'un enfant. La baisse de natalité, selon ma thèse, s'explique plutôt ainsi. L'espèce humaine, pour lutter contre les ravages de la surpopulation, c'est-à-dire la pollution, la déforestation, le réchauffement climatique, etc., a inventé un nouvel instinct qui se propage partout sur la Terre et dont l'objectif est de faire chuter notre démographie. Ainsi, la baisse de natalité, quand bien même elle entraînera des difficultés et des sacrifices, n'est pas selon moi une catastrophe, mais au contraire une excellente nouvelle. Assoiffés de puissance, de conquête et de durée,
Notre espèce éleva son effectif jusqu'à 8 milliards d'êtres vivants qui forment ensemble une titanesque société qui règne sur la Terre. Ne soyons ni ingrats ni lâches, mes amis et confrères, envers ce courageux tour de force de notre espèce, grâce auquel elle devint maîtresse sur la Terre, et grâce auquel elle réalisa d'innombrables exploits en matière d'artisanat, de technologie, de science et de culture.